Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'œil et la vision. Alors dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'anatomie de l'œil. Et pour ça, je vous propose de regarder une émission de l'INSERM au cœur des organes, l'œil et la vision. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses, les photorécepteurs. Il existe deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les trois types de cônes différents présents dans la rétine. Les réactions chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Les messages nerveux issus des parties temporales de chaque rétine se propagent sans changer d'hémisphère cérébral. Les messages nerveux issus des parties nasales de chaque rétine se croisent au niveau du chiasma optique et rejoignent le cortex visuel occipital de l'hémisphère cérébral opposé. Au cours de leur trajet, les messages nerveux passent d'une fibre nerveuse à une autre au niveau de zones de jonction appelées synapses. Là, les signaux électriques qui arrivent de la rétine engendrent la libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs, qui traversent l'espace entre les deux fibres nerveuses et qui se fixent sur des récepteurs de forme complémentaire. Cette fixation entraîne la naissance de nouveaux signaux sur les fibres reliées au cortex. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée: forme, couleur, mouvement. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. Ce que nous appelons vision est donc une interprétation cérébrale de signaux électriques. Ainsi, une même image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Voilà, alors nous revenons à l'anatomie de l'œil. Alors avec le livre de physique ainsi qu'avec l'émission que nous venons voir, vous avez su compléter le schéma suivant. Alors, la première chose qui est montrée, c'est le cristallin. Ici, vous avez l'humeur aqueuse et tout au bout, à l'extrémité, vous avez la cornée.
À l'intérieur de l'œil, vous avez aussi l'humeur vitrée. Alors, ce que j'ai noté en rouge, c'est-à-dire le cristallin, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée et la cornée, sont des milieux transparents. Alors, on appelle humeur aqueuse et humeur vitrée. Là, ce sont des solutions gélatineuses qui permettent. Donc, le cristallin, l'humeur aqueuse et la cornée et l'humeur vitrée, je vous le disais, sont des milieux transparents et donc peuvent faire passer la lumière. Nous avons aussi en 4 la pupille, en 5 l'iris, en 6, le corps ciliaire, qui sont ces muscles qui vont tirer sur le cristallin lors de l'accommodation. Je reviendrai là-dessus. La sclérotique, qui est cet aspect blanc de l'œil. La choroïde, qui est donc cette couche foncée à l'intérieur de l'œil. Et puis la rétine, qui est remplie de ces capteurs dont on va parler. Nous avons aussi une zone particulière qui est la fovea, le nerf optique, et alors ici nous avons la papille optique, mais ça c'est pas important, ne retenez pas. Alors le cristallin, vous voyez ici une image, on a déposé le cristallin sur un texte et le cristallin agit comme une loupe. En effet, le cristallin est une lentille convexe ou convergente, appelée aussi convergente. Alors, la pupille et l'iris vont jouer un rôle très très important puisque lorsque nous avons une forte lumière, nous sommes à la lumière du jour et la lumière est importante, la pupille va diminuer et lorsque nous sommes dans l'obscurité, la pupille va s'agrandir pour laisser passer une quantité plus importante de lumière. Elle va agir comme le diaphragme de l'appareil photo. Alors, les photorécepteurs, vous l'avez vu, sont au nombre, il y a 2 grandes sortes de photorécepteurs. Nous avons les bâtonnets qui sont plutôt responsables de la vision crépusculaire et nocturne et qui captent les informations en noir et blanc. Nous avons aussi les cônes. Il y a 3 sortes de cônes, les cônes rouges, les cônes verts et les cônes bleus. Et eux sont responsables de la vision en couleur. Alors, nous allons voir dans le chapitre sur les couleurs que lorsque on a du bleu, du rouge et du vert, avec du bleu, du rouge et du vert, on peut reconstituer toutes les couleurs connues. Je vous propose, pour voir un peu mieux comprendre le rôle de ces photorécepteurs, de regarder l'émission Kesako, Comment l'œil voit-il ? Comment l'œil voit-il? L'œil fonctionne sur le principe de la chambre noire. Une chambre noire, c'est une boîte complètement fermée, avec juste un petit trou au milieu de la face avant. Le mur du fond de la boîte, opposé au trou, sert d'écran. Mettons Maxime devant la chambre noire. Quand la lumière provenant de la tête de Maxime passe par le trou, elle finit sa route en bas de l'écran. Et la lumière venant par exemple des pieds de Maxime finit sa course en haut de l'écran. Au final, on aura sur l'écran une image inversée de Maxime, la tête en bas. La taille de l'image sur l'écran du fond dépend uniquement de la distance entre le trou et l'écran. Mais rien n'empêche de mettre une lentille au niveau du trou pour focaliser la lumière et avoir ainsi une image plus petite. Pour transformer une chambre noire en caméra, il suffit de tapisser l'écran de petits capteurs qui vont utiliser l'énergie de la lumière pour générer un courant électrique. Chaque capteur est relié à un pixel d'un écran extérieur. Chaque pixel de l'écran reçoit donc un signal électrique correspondant à la quantité de lumière tombant sur le capteur correspondant, et l'image est donc reconstituée sur l'écran extérieur. Pour l'œil, le petit trou qui laisse passer la lumière, c'est la pupille. L'image se forme sur le fond de l'œil, plus précisément sur la rétine. Et 2 lentilles situées de part et d'autre de la pupille permettent d'ajuster la taille et la netteté de l'image sur la rétine. C'est la cornée et le cristallin. La rétine est tapissée de capteurs qui utilisent l'énergie de la lumière pour générer un petit signal électrique dans des fibres. Ces fibres sont ensuite rassemblées en un faisceau d'environ 1 million de fibres, le nerf optique, qui transmet l'information au cerveau. Celui-ci n'a plus qu'à lire le signal électrique de chaque fibre pour reconstituer l'image.
Enfin, pas tout à fait, car les informations fournies par l'œil sont assez sommaires, et le cerveau a fort à faire pour transformer ces informations en une image convenable. Imaginez, l'image fournie par l'œil n'est en couleur et nette qu'au centre. Sur les bords, elle est floue et en noir et blanc. La raison, c'est qu'il existe plusieurs types de capteurs sur la rétine. 4 pour être précis. 3 types de capteurs en forme de cône et un type en forme de bâtonnet. Ces capteurs ne sont pas répartis uniformément sur la rétine. Ainsi, les 5 millions de cônes occupent surtout le centre de la rétine, alors que les 120 millions de bâtonnets se répartissent essentiellement autour de cette zone centrale. Il y a des différences importantes entre tous ces capteurs. Les bâtonnets sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les cônes, si bien que, même quand il y a très peu de lumière, ils sont capables de la détecter. Par exemple, les cônes sont à peine capables de détecter la lumière provenant d'une feuille blanche éclairée par les étoiles lors d'une nuit sans lune et sans nuages. Les bâtonnets, eux, sont capables de détecter de la lumière 1000 fois moins puissante. Par contre, le signal électrique délivré par les bâtonnets au cerveau est très faible et n'augmente plus dès que la quantité de lumière dépasse celle donnée par une bougie. Et donc en pleine lumière, le signal délivré par les bâtonnets devient beaucoup plus petit que celui des cônes. Une autre différence importante concerne les couleurs auxquelles sont sensibles ces capteurs. Les 3 types de cônes sont sensibles à des couleurs différentes, jaune, vert et bleu. Si bien que les cônes envoient au cerveau 3 images reflétant 3 gammes de couleurs différentes. En superposant ces 3 images, le cerveau peut reconstituer les couleurs de la scène. Les cônes permettent donc de voir en couleur. Quand il n'y a pas assez de lumière pour les cônes, le cerveau ne reçoit qu'une seule image, issue des bâtonnets, dont la couleur est bleu-vert. Le cerveau ne peut donc pas reconstituer les couleurs de la scène, qu'il interprète donc comme une image en noir et blanc. Il y a une troisième différence entre les cônes et les bâtonnets. Nous avons vu qu'il y a plus de 100 millions de capteurs, mais seulement 1 million de fibres connectant l'œil au cerveau. Ça veut dire que plusieurs capteurs partagent la même fibre. Mais c'est tout au plus une dizaine de cônes qui partagent la même fibre, alors que ce sont des centaines de bâtonnets qui mettent leurs informations en commun. Et si le cerveau reçoit une information commune de centaines de capteurs, la résolution de l'image diminue, puisque le cerveau ne peut plus faire la différence entre ces centaines de capteurs. Et donc, les images issues des bâtonnets sont beaucoup moins nettes que celles issues des cônes. Quand l'œil regarde une scène bien éclairée, le centre de l'image est fourni par les cônes et les bords par les bâtonnets. Le centre de l'image reçue par le cerveau est donc net et en couleur, alors que la périphérie est floue et en noir et blanc. C'est le cerveau, à partir des autres informations dont il dispose, qui va devoir coloriser l'image et éventuellement la rendre plus nette sur les bords. Par une nuit noire, seuls les bâtonnets envoient une image au cerveau. L'image est monochrome et floue et le cerveau n'a pas d'autres informations pour la coloriser. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà, donc nous avons vu qu'il y a donc deux grandes sortes de photorécepteurs, les cônes, attention c'est bien rouge, vert, bleu, et les bâtonnets. Alors la fovea, c'est la zone qui se trouve sur la rétine où il y a le plus de cônes et elle est peuplée uniquement de cônes et elle nous permet donc une meilleure résolution optique. C'est une zone qui sera donc très très précise dans notre vision. On a tendance quand on regarde un objet à déplacer la fovea sur les différentes parties de l'œil pour avoir plus de précision. Donc on l'a vu, le fonctionnement de l'œil. Donc notre œil va agir comme l'appareil photo. Donc si on rajoute des rayons lumineux, nous avons un rayon lumineux qui va passer par la lentille. Voilà. On va avoir un deuxième rayon lumineux qui... Oups, où est-ce que je suis voilà.
Voilà un deuxième rayon lumineux, enfin bref, qui passe par la lentille. Et donc vous voyez que l'image que l'on obtient est inversée par rapport à l'objet réel. Alors si cette image renversée se trouve pile sur la rétine, est nette au niveau de la rétine, vous verrez l'objet de manière très nette. C'est ce qui se passe pour un œil normal. Synonyme d'un œil normal, on appelle ça aussi un œil hémétrope. Alors, lorsqu'un objet est très éloigné, comme c'est le cas ici dans mon premier cas, ici, lorsqu'un objet est très éloigné, les rayons lumineux passent par le cristallin et arrivent sur la rétine. Donc l'objet est parfaitement sur la rétine et donc il est net, nous voyons correctement la bougie qui est placée de manière très éloignée. Lorsque l'objet s'approche, là, l'image de l'objet a tendance à être nette derrière la rétine. Donc ça veut dire qu'au niveau de la rétine, ici au niveau de la rétine, l'image est floue. Donc, que va-t-il se passer? Ici, les corps ciliaires, les muscles qui sont de part et d'autre du cristallin, vont le faire bomber. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça veut dire que notre cristallin qui est ici, qui est, vous voyez, beaucoup plus bombé que ici, va faire converger les rayons beaucoup plus fortement. Conséquence, l'image qui au départ était floue va se retrouver nette sur la rétine. Donc notre œil, naturellement, voit mieux les objets éloignés. Pour voir un objet plus proche, il doit faire un travail en faisant bomber le cristallin pour que cette image soit nette sur la rétine. Alors cette accommodation, ce phénomène qu'on appelle l'accommodation, se fait très rapidement, hein. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi des personnes qui travaillent beaucoup sur des écrans ou qui travaillent beaucoup dans un bureau sur des objets avec des objets qui sont proches doivent accommoder beaucoup plus souvent leur œil et parfois alors ont des problèmes pour voir de près et doivent porter des lunettes. Alors, ici c'est un autre schéma, donc là vous voyez des rayons, dans le premier schéma vous voyez des rayons qui arrivent de loin et ils convergent au niveau de la rétine, l'image sera tout à fait nette. Un objet ici qui est beaucoup plus près, les rayons vont avoir tendance à être nets beaucoup plus loin, donc au niveau de la rétine ce sera flou et c'est pour ça que les muscles ciliaires vont pousser sur le cristallin pour le bomber. Comme il devient plus bombé, il va faire converger plus fortement les rayons lumineux et l'image de l'objet sera nette au niveau de la rétine. Voilà un autre dessin pour représenter la même chose. Donc ici, l'objet près, l'image nette arrive ici, derrière la rétine, mais en bombant le cristallin, la lentille devient beaucoup plus convergente, sa distance focale diminue, et donc l'image est nette sur la rétine. Donc un œil normal au repos forme naturellement l'image d'un objet lointain sur la rétine. Donc quand l'objet est loin, ça se fait naturellement. Si on rapproche l'objet, l'image s'éloigne et le cristallin doit se bomber pour augmenter sa convergence. Et donc la distance focale diminue pour ramener l'image sur la rétine. Donc il y a ce travail des muscles ciliaires pour bomber le cristallin. Ce phénomène est appelé l'accommodation. Alors, nous allons voir maintenant les différents défauts de l'œil. Enfin, en tout cas, on va en passer 4 en revue. Et le premier, c'est la myopie. Pour la myopie, au lieu que l'œil soit plus ou moins rond, hein, il est plus allongé. Donc, comme vous le voyez ici sur mon schéma, l'œil est plus allongé.
au lieu que l'image se forme nette sur la rétine, elle est nette à l'avant de la rétine, donc elle est floue au niveau de la rétine. Pour que cette image nette arrive au niveau de la rétine, on va utiliser une lentille divergente. Donc on va prescrire à cette personne des verres divergents. Ces verres divergents vont faire diverger un petit peu les rayons lumineux jusqu'au cristallin, et puis le cristallin va les faire converger pile poil sur la rétine. Donc pour corriger une myopie, on a besoin d'une lentille divergente qui a une vergence négative, on l'a vu, c'est-à-dire que vous aurez par exemple moins 2 dioptries. Moins 2 dioptries, c'est l'unité de la vergence et elle sera négative puisque c'est une lentille divergente. Alors, les causes de la myopie sont, je vous le disais, un œil trop profond ou alors une lentille cornée cristallin trop convergente. Alors, je vous propose une petite animation. Alors voici l'animation. Alors je mets l'objet à l'infini, c'est-à-dire je mets l'objet très très loin. Vous voyez que les rayons lumineux arrivent de très très loin. Au niveau du cristallin, ils convergent et ils arrivent sur la rétine. C'est net sur la rétine. Alors si maintenant on prend un objet qui est plus proche, donc si on prend un objet beaucoup plus proche, voilà, je le rapproche, l'image nette sera ici. Donc, notre œil doit s'accommoder. Donc, les muscles ciliaires vont faire bomber le cristallin pour que l'image nette arrive, voilà, au milieu sur la rétine. Donc, l'image, vous voyez maintenant, l'image de l'objet est nette sur la rétine. Ce phénomène se passe lorsque une personne tout à fait normale regarde un objet qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus proche de son œil. Alors maintenant, que se passe-t-il si nous avons un myope? Je prends une myopie forte, voilà. Alors je ne sais pas si vous avez vu la différence. Hop, regardez la forme de l'œil. Voilà. Regardez la forme de l'œil. Ça c'est pour une personne normale. Un myope, hop. L'œil est plus profond. Et donc, comme l'œil est plus profond, au lieu que l'image soit sur la rétine, elle est à l'avant de la rétine. Alors, comment corriger? En mettant une lentille, alors vous voyez, pas convergente, il faut une lentille divergente pour que... Alors, vous voyez que j'augmente la dioptrie, enfin la vergence, donc... et j'obtiens voilà, une vergence de moins 1,1 dioptre et dioptrie, donc voilà. Et j'ai bien mis une lentille divergente. Alors la position de la lentille divergente va, par rapport à l'œil, va aussi faire changer la position de l'image, donc il faudra bien choisir la dioptrie en fonction de la position du verre des lunettes par rapport à l'œil. Voilà, nous allons revenir maintenant. Donc je disais, nous allons revenir aux défauts de l'œil. Alors, ceci, c'est un autre schéma pour le myope. Vous voyez que l'image est nette à l'avant de l'œil, à l'avant de la rétine, pardon, parce que l'œil est plus profond et plus ovale. Et donc un myope, il voit normalement tous les objets proches, comme la carte ici, il voit très bien la carte qui est très proche, mais les objets qui sont éloignés, il les voit flous, comme ici la carte ou la tour Eiffel ici. Alors on peut aussi corriger la myopie avec l'aide d'une opération. Le laser, on utilise alors un laser qui diminue la courbure de la cornée en creusant son centre 1 ou 2 dixièmes de son épaisseur. Alors, deuxième défaut, c'est l'hypermétropie. Alors, si vous regardez ici, vous verrez que l'œil
a une forme qui n'est pas ronde, mais qui est moins profonde, c'est un ovale, mais dans l'autre sens. Donc, l'œil est beaucoup moins profond. Donc, au lieu que l'image soit nette sur la rétine, elle est nette après la rétine. Donc, pour ramener cette image nette sur la rétine, on ajoute une lentille convergente. Alors, on l'a dit, une lentille convergente, la vergence est positive. Alors, pourquoi est-ce que une personne est hypermétrope? Parce que soit son œil est trop petit, hein, soit la lentille cornée cristallin est trop peu convergente et donc il faut l'aider d'une deuxième lentille convergente, donc les lunettes. Alors je vous propose maintenant de voir la même chose mais en animation. Voilà, nous revoici avec l'animation. Alors l'objet est assez proche. Les rayons lumineux convergent trop loin, il y a accommodation, voilà, l'image est nette sur la rétine. Voici ce qui se passe pour un œil normal. Alors maintenant, vous regardez la forme de l'œil et maintenant, je transforme l'œil en œil hypermétrope. Voilà. Alors vous voyez que l'œil hypermétrope est trop petit, d'accord? Il est allongé mais dans l'autre sens, donc au niveau de l'axe visuel, il est plus petit. S'il est plus petit, ça veut dire que l'image sera nette derrière, ce qui n'est pas logique, donc elle sera floue sur la rétine. Alors pour corriger, on rajoute des lunettes et des lunettes, voilà, ben ça c'est quasiment fait, voilà. Cette fois-ci, des lunettes convergentes qui vont faire converger les rayons plus fortement et donc l'image de l'objet sera nette sur la rétine. Alors voici un autre schéma de l'œil hypermétrope, donc l'image sera nette derrière la rétine, donc elle sera floue au niveau de la rétine. Voilà encore d'autres schémas. Alors, un hypermétrope ne voit pas de près. Donc, vous voyez le livre, c'est flou de près, mais le paysage derrière, lui, est net parce qu'il est plus loin. Les deux cartes, la carte éloignée est nette, mais la carte proche est floue. Alors là aussi, on peut faire de la chirurgie. Hein. C'est un laser qui va faire bomber la cornée. Ou alors, on peut placer carrément un implant dans l'œil en l'absence de contre-indication, hein, ou dans la cornée. Alors, je vous l'ai dit, notre œil est parfait pour regarder, pour voir des objets loin, éloignés. Si l'objet se rapproche, notre œil doit s'adapter, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Donc les muscles ciliaires doivent faire bomber le cristallin pour amener l'image nette sur la rétine, c'est-à-dire le fond de l'œil. Avec la vieillesse, c'est-à-dire à partir de 40-50 ans, les gens vont perdre cette faculté à accommoder leur œil. Donc, ce n'est pas une perte totale, hein, mais ils vont avoir de plus en plus de mal de regarder les objets proches. Vous avez probablement déjà vu des personnes de 40-50 ans qui, quand vous leur présentez un écrit, l'écartent pour bien le lire. Voilà, c'est parce qu'ils commencent à avoir des problèmes d'accommodation. Eh bien, ce phénomène, qui est dû à la vieillesse, est appelé la presbytie. Alors, c'est le même principe, donc on va rajouter à ces personnes des lentilles convergentes, donc des lunettes avec des lentilles convergentes. Donc, le dernier défaut de l'œil, c'est l'astigmatisme. Alors là, la personne est incapable d'accommoder simultanément sur les lignes verticales et les lignes horizontales. Donc, voilà la vue d'un astigmate. Et donc, ce défaut est généralement dû à une déformation de la cornée qui n'est pas du tout sphérique. Et l'astigmatisme peut être corrigé par des lentilles cylindriques. Celles-ci sont des portions de cylindre, comme vous le voyez ici. Donc, il faut préciser l'orientation de l'axe. Et l'astigmatisme peut aussi être corrigé par une opération chirurgicale.
Donc voici les différents cas, l'œil normal, l'œil hémétrope, l'œil myope qui ne voit pas de loin, l'œil hypermétrope qui ne voit pas de près. Donc dans l'œil myope, l'image est nette mais devant la rétine parce que l'œil est trop profond. Il faudra des lentilles divergentes. Dans l'œil hypermétrope, l'image est nette à l'arrière de la rétine. Il faudra converger plus fort les rayons. Il faudra rajouter une lentille convergente. Et on a aussi l'œil astigmate. Alors, vous allez, lorsqu'une personne présente un défaut de l'œil, il va chez un ophtalmologue qui lui prescrit ce genre d'ordonnance. Alors, OD, le D veut dire l'œil droit, OG, l'œil gauche, et ici, il va indiquer la dioptrie pour chaque verre. Donc, voilà le type d'ordonnance que vous avez suite à la visite chez un ophtalmologue. Alors on l'a vu, toutes les informations récoltées par les photorécepteurs sont envoyées au cerveau, qui a beaucoup de boulot, parce que le cerveau doit reconstituer les images avec les différentes informations qu'il reçoit, et parfois il ne reçoit pas des informations, il ne reçoit que des informations parcellaires, et donc il doit reconstituer les images. On l'a vu aussi face au miroir, notre œil face à un miroir reçoit des rayons venant de plusieurs endroits et se dit c'est parce que l'objet doit être de l'autre côté. Et donc, c'est comme ça que l'œil reconstruit des images virtuelles. Donc, notre œil a l'habitude de s'adapter à des informations parcellaires qu'il reçoit des photorécepteurs, et c'est ça qui explique les différentes illusions d'optique. Donc, je vous montre les différentes illusions d'optique. Donc, vous avez ici parfois l'impression que ce bonhomme-ci est plus grand. Or, si vous mesurez, ils ont tous les trois la même taille. Pareil ici, ceci c'est une activité que vous trouvez au musée Nemo à Amsterdam, le musée des sciences à Amsterdam. Là, en fait, dans un décor un peu de ce type-là, avec des lignes penchées, vous avez l'impression que ce garçon est très grand par rapport à cette fille, alors qu'ils ont une taille similaire. Ici, vous avez l'impression, là, ces deux lignes-ci sont parallèles, ici aussi. Or, on a, avec les autres lignes, le cerveau a l'impression que c'est bombé. Alors, vous connaissez toutes ces illusions d'optique. Alors ici, soit vous voyez un vase, soit vous voyez deux visages. Ici, au-dessus, vous voyez soit une jeune femme, soit une vieille femme au menton proéminent et au nez proéminent. Ici, vous avez l'impression qu'il y a une chute d'eau, mais si vous regardez bien, en fait, tout est à la même hauteur. Donc, voilà. Donc, vous avez ici aussi l'impression que les figures bougent, alors que tout est absolument statique. Donc, toutes ces illusions d'optique sont des interprétations fausses de notre cerveau parce que notre cerveau, il a un grand boulot d'interprétation de toutes les informations qu'il reçoit. Voilà, maintenant, à vous de faire l'exercice.